tous. Cette rencontre organisée par l'Alliance française de Paris, vous en avez maintenant, pour certains en tout cas, l'habitude, en partenariat avec l'Alliance française d'Antsirabe et l'Institut français et la Fondation des Alliances françaises. L'Alliance française et son directeur, Franck Desroches, sa responsable culturelle, Flore Bénard, m'ont demandé de remercier tout particulièrement, et je le fais avec bien volontiers, Muriel Piquet-Viau, Nicolas Brand et Anaëlle Juste-Tanner pour l'Institut français de l'île Maurice et Geoffrey Félix, le directeur de l'Alliance française d'Antsirabe. Ces rencontres, je viens de loin, j'écris en français. Je crois qu'on peut considérer que l'éloignement n'est pas immédiatement géographique et pas exclusivement linguistique. Nous avons reçu des auteurs nés en Inde, en Argentine, en Afghanistan, dans le sud de la Pologne, mais aussi des auteurs qui étaient nés à Paris, à quelques 500 mètres de l'endroit où nous enregistrions. C'est dire que la distance n'est pas un élément absolument déterminant. Nous avons reçu des auteurs qui sont nés dans des pays dont le français est là ou une des langues officielles ou pratiquées, mais aussi des pays qui n'ont en rien de lien linguistique avec la France et la langue française. Je pense au Japon ou à l'Afghanistan, par exemple. Et nous avons reçu des auteurs qui vivent aussi bien en Suisse, en Belgique, au Canada, mais aussi à Rabat ou à Tokyo. Et ce qui nous intéresse, je crois, tous dans ces rencontres, c'est la littérature, c'est ce que peuvent nous dire les écrivains en plus de leurs écrits, ceux qui acceptent de se livrer et de nous faire pénétrer d'une certaine façon, un petit peu dans les coulisses, en tous les cas, dans leur bureau. C'est une occasion de les entendre et de les entendre en dehors de leurs livres. Ce que nous avons envie tous, je crois, c'est de transmettre un plaisir que nous avons eu précédemment, c'est-à-dire le plaisir de la lecture. Alors ce soir, nous allons du côté de l'océan Indien, une surface géographique avec deux auteurs, avec Ananda Devi qui nous vient de l'île Maurice. Ananda est quelqu'un qui a commencé, et c'est très important, par un recueil de poésie, Solstice, c'était en 1977, elle avait à peine 20 ans, et ensuite sa carrière s'est déroulée sans jamais oublier la poésie, parce que l'un de ses derniers titres, c'est encore un recueil de poésie publié très, très récemment. Ananda est auteur de romans, de recueils de nouvelles, je vais juste citer quelques titres, et puis nous y reviendrons tout à l'heure, et puis donner des dates pour situer un petit peu. Un des premiers romans, Rue de la Poudrière, c'était en 1988. En 2000, Moelle interdite. On suivit Pagli, La vie de Joséphin le Fou, Ève de ses décombres. En 2009, Le Sari Vert. Plus proche de nous, L'Ambassadeur triste, c'était un recueil de nouvelles en 2015, et puis encore plus près, Mangelo 2018, et à venir, puisque en septembre il y aura un prochain livre en 2021, Le rire des déesses, un livre qui est à apparaître aux éditions Grasset. Ananda est une voix féminine, est une voix singulière. La poésie n'est jamais loin de ses écrits et de ses romans. C'est quelqu'un qui aborde des sujets graves, douloureux. Elle le fait toujours avec une extrême beauté de l'écriture. L'autre invité, je vais laisser Geoffrey Félix d'Antsirabe nous le présenter, puisque c'est grâce à lui, avec son concours, que Gad Ben Salem est avec nous ce soir, et il vient, lui, pour sa part, de Madagascar. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ravi d'être parmi vous ce soir pour cette rencontre. Je viens de loin et j'écris en français. Donc, je suis Geoffrey Félix, le directeur de l'Alliance française d'Antsirabe. Alors, comme vous le savez, donc la promotion de la lecture et de la francophonie sont au cœur de nos missions. Et l'Alliance française d'Antsirabe est depuis fin 2019 chargée par le service culturel de l'ambassade de la coordination des médiathèques, des 29 médiathèques du réseau des Alliances françaises. Donc c'est un honneur évidemment, et notre but est donc d'alimenter les médiathèques en ressources et de les accompagner dans leur développement, dans leur renouvellement, et donc organiser des événements connectés comme celui-ci. C'est un axe de travail important pour les années à venir, évidemment à cause de la crise sanitaire, mais pas seulement. Parce que pour jeter des ponts culturels entre Madagascar et le reste du monde francophone, mais pas seulement, évidemment, Internet est quand même un canal privilégié et assez pratique. La preuve en est aujourd'hui. Donc, on a déjà organisé la fête de la musique connectée 2.0, etc., des conférences connectées. Et alors, pourquoi
Gad Ben Salem? Ça, c'est une excellente question. Gad est ce que j'appelle un artiste multitalent, multicasquette. Donc, il a une brève expérience de professeur de français, d'enseignant de français. Donc, il fait partie de la famille, en fait, hein, si on peut dire. Mais surtout, il est également poète, slameur, comédien et metteur en scène depuis peu. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui touche à tout et c'est ça qui est intéressant. Quelqu'un qui est évidemment ouvert sur l'océan Indien. Il a déjà travaillé avec une compagnie qui s'appelle Carambolaz, notamment, à La Réunion, qui est basée à La Réunion. Donc, puis c'est un ami du réseau culturel français à Madagascar, hein, parce qu'il est régulièrement soutenu par l'ambassade, par l'Institut français pour ses créations. Et donc, il devait être à mes côtés, ici même, aujourd'hui, pour toute une semaine, dans le cadre d'une tournée nationale qu'il effectue avec 2 de ses spectacles dans toutes les alliances françaises. Donc, il devait être là pendant une semaine, animer des ateliers de slam, notamment. Le slam, ici, à Madagascar, c'est quelque chose de très, très important. C'est vraiment un art qui est noble, qui est répandu. Dans chaque alliance, vous avez un club de slam et chaque événement de slam ramène des centaines de personnes. C'est assez impressionnant. Voilà, donc c'est un ami du réseau, comme je disais, et j'en profite ce soir pour annoncer évidemment qu'on a un projet qui vient de naître et qu'il a accepté, puisqu'il prêtera sa voix cette année à un livre audio qui est une adaptation du roman de Jean-Pierre Aga, que tu as connu, Gad. Jean-Pierre Aga, qui est un écrivain qui a vécu ici en Ntsirabé, qui a été membre du conseil d'administration de l'Alliance et qui est malheureusement décédé juste avant de recevoir le prix Indienne-Océanie 2018 pour son roman Le Jumeau. Il a remporté d'autres prix également. Et donc, Gad prêtera sa voix à ce livre audio qui devrait sortir cette année. Voilà. Et je tiens donc à l'en remercier. Et j'en profite également pour remercier Pierre, qui est dans les coulisses et qui nous a prêté son studio et qui nous entend. Voilà. Merci beaucoup, Gad. Et merci beaucoup, Pierre. Merci Geoffrey et Félix pour cette présentation. J'ajouterai simplement que Gad sera aussi le lecteur de 2 textes de Ananda et de l'un des siens au cours de notre rencontre. Alors je disais, vous avez évidemment l'océan Indien en commun, vous avez aussi des sujets parfois douloureux et vous avez la poésie en partage. Peut-être ma première question, Ananda, cette poésie, elle est venue d'où? Cette poésie que vous avez écrite dans Solstice, je le disais, c'était en 77, mais quelques 40 ans plus tard, vous publiez aussi Ceux du large, donc la poésie est toujours présente dans votre œuvre. Cette poésie, elle vous vient de l'école, de vos parents, de vos grands-parents, de rencontres? Où est-elle née dans votre tête et dans vos mains pour l'écrire? Alors, bonsoir Bernard, bonsoir tout le monde. Une toute petite correction, c'est que Solstice, c'était un recueil de nouvelles. Mais c'était un recueil de nouvelles effectivement écrite avec une écriture poétique très très intense. Et alors, d'où elle m'est venue, ce serait très difficile de dire, mais je pense que ce sont les échos des différents textes qui m'ont toujours influencé, je dirais, mais pas seulement influencé, mais vraiment inspiré depuis ma toute petite enfance. Donc, à la fois venant de Maurice, des textes qui viennent de par notre éducation de l'Occident, mais aussi de par nos origines de l'Inde et d'Afrique aussi. Et donc, je pense que pour moi, c'était surtout une question de musique. Parce que j'ai grandi avec beaucoup de musique de langue dans mon oreille, dans ma tête aussi. La première langue que ma mère m'a parlé, c'était le Telugu, qui est une langue du sud de l'Inde. Mais aussi, dans le village où on était, on parlait le créole, le Bhojpuri, qui est une autre langue indienne, et aussi le français et l'anglais. Donc, en fait, finalement, j'ai grandi avec toutes ces langues et c'était presque une musique qui était dans ma tête tout le temps. Et je pense que finalement, la poésie, c'est celle qui permet d'intégrer la musique des langues. Je pense que c'est la seule façon de le faire, quoi.
la petite fille qui entendait ces langues et qui les pratiquait, et qui aimait la musique, elle a commencé à écrire très jeune, très tôt. Les premiers textes, c'est à quel âge Je crois à partir du moment où j'ai su lire, probablement vers 7 ans, j'ai commencé à écrire de la poésie. Donc, le premier poème dont je me souviens que j'ai écrit était en français et s'appelait Le Canari. Alors, il n'y avait pas de canari à Maurice, mais c'était un peu, bon, voilà, c'était ça, c'était vraiment le départ en poétique, mais aussi en littérature. Et du coup, j'écris dès le début en français, en anglais, des contes, des poèmes, des textes. Et petit à petit, le français est devenu peut-être la langue qui a pris le relais sur toutes ces langues, mais en intégrant ces musiques-là. Et c'est pour ça, quand je dis que finalement la poésie, c'est la musique des langues, c'est vraiment quelque chose qui part de la cadence, du rythme et des sonorités, des assonances, des allitérations aussi. Et les enfants, la plupart des enfants finalement écrivent dans leur tête, écrivent souvent aussi littéralement, mais commencent souvent par la poésie, parce que c'est ce qui se rapporte le plus à la musique des langues. Et donc, ben voilà, commençant ainsi, toute petite, sans savoir du tout ce que cela signifierait pour moi, hein, c'était quelque chose de tout à fait naturel, qui est venu de la passion de la lecture, qui venait aussi de mes parents, en fait. Et mon père nous racontait, nous lisait des histoires écrites dans les contes de Grimm, de Perrault, etc. Mais ma mère racontait les contes oraux, nous racontait les contes donc de la tradition indienne, le Mahabharata, le Ramayana. Et donc, tout ça s'est assemblé à un moment donné dans une sorte je dirais, d'inspiration à la fois poétique, mais littéraire aussi. Et vous, Gad, le goût de l'écriture, le goût de la poésie, il vient d'où? On vous a perdu ou... Alors, bon, je vais continuer avec Ananda et puis j'espère que Gad nous rejoindra très, très, très vite. Les poètes de l'île Maurice, Ananda, quel rôle ont-ils joué et à quel moment vous avez découvert? Édouard Monique vient de nous quitter la semaine dernière, le très grand poète Édouard Monique. Oui. Est-ce que, par exemple, quelqu'un comme lui a compté dans votre développement de carrière et à quel moment vous l'avez découvert? Oui, bien sûr. Édouard Monique a compté énormément pour moi, mais aussi pour, je crois, tous les écrivains, tous les poètes mauriciens. Peut-être comme Malcolm de Chazal, ils sont un peu ceux qui ont été un peu, enfin, je vais employer un cliché, mais ce sont des figures tutélaires quelque part. Mais ce que Édouard Monique a fait, c'est de faire passer ce relais entre une tradition poétique un peu très, très occidentalisée, exotique, etc. Et Édouard, lui, qui a bien connu Senghor, qui avait préfacé son premier recueil de poésie, avec les misères, etc. Ils nous ont montré un autre espace littéraire en français, mais avec notre perception, notre identité personnelle des îles. Et il n'a jamais cessé, en fait, de se remettre en question, mais aussi de pousser son écriture le plus loin possible. Et donc, pour moi, effectivement, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à l'école, par exemple, dans ma génération, on ne parlait jamais en classe de littérature des écrivains africains, des écrivains d'ailleurs. Donc, j'ai eu une éducation littéraire, en tout cas au niveau scolaire, complètement occidentale, qui m'a énormément enrichie. Mais à partir du moment où j'ai découvert cette autre écriture, ces autres voix qui étaient si proches de la mienne, mais que je ne connaissais pas encore,
donc Édouard Monique, mais aussi des écrivains africains des indépendances, donc Amadou Kourouma, tous ces auteurs de l'Afrique qui étaient si proches de nous, mais auxquels on n'avait pas accès. À partir du moment où je les ai découverts, ça a été vraiment le moment de basculement de mon écriture entre un amour absolu de la littérature et de la langue, mais aussi une conscience sociale, une conscience du temps présent, de mon pays. Et je crois que ça a vraiment été la grande découverte, le grand basculement dans mon écriture à l'époque de Solstice, effectivement, mais aussi de Rue La Poudrière, surtout, je pense, qui était vraiment particulièrement influencé par les écrivains du continent africain. Alors, si vous le voulez bien, Nanda, on va feuilleter quelques-uns de vos livres. J'en ai un certain nombre sur la table. Je vais les prendre pas tout à fait au hasard, mais si vous pouvez à chaque fois nous dire un petit peu deux mots. Alors, j'ai pris ce livre, la vie de Joséphin le Fou, de ce pêcheur tout nu, comme il ne veut pas qu'on l'appelle, Joséphin Zangui. Hein. Ouais. Alors, ce personnage, ses amours, ses rêves, d'où vient-il? Alors, c'est très particulier au processus de l'écriture. C'est-à-dire qu'un écrivain, il reçoit, il est un peu comme une éponge, il ou elle, et donc reçoit des histoires, des anecdotes, des impressions aussi du monde qui l'entoure. Et parfois, tout ça va se loger dans des petits tiroirs, je pense. Enfin, je l'explique comme ça. Ça va se loger dans des petits tiroirs. Et puis, à un moment donné, soudain, l'un de ces petits tiroirs s'ouvre et cette histoire vous arrive et vous dites, je dois l'écrire. Alors, la vie de Joséphin le Fou, enfin, le personnage du pêcheur fou, m'est venu d'une anecdote très, très... Enfin, je ne dirais pas banale, parce qu'elle n'est pas banale, mais j'étais toute jeune, adolescente, avec des cousins, on allait camper sur les plages mauriciennes, et l'un d'eux nous a raconté cette histoire où ils étaient en train de camper, ils ont vu venir un pêcheur de loin qui avait l'air d'apporter une anguille. Et en fait, quand il s'est approché d'eux, ils se sont rendus compte que ce n'était pas une anguille du tout, c'était un pêcheur nu. Et ce qu'ils avaient pris pour une anguille était ce qu'on peut imaginer. Et donc, voilà, et quand eux, ils étaient morts de rire de ce malentendu. Pour moi, c'était comme le déclic de me dire, mais qui est ce pêcheur? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est nu? Et pourquoi il est fou? Etc., etc. Et donc, c'était une histoire que j'avais dans ma tête depuis très longtemps et que j'ai écrite à un moment donné où j'étais bien après, probablement, je ne sais pas, 30 ans après, peut-être plus, j'en sais rien. Et à un moment donné, j'étais moi-même, j'avais une grosse grippe, fiévreuse, etc. Et je me suis dit, il faut que j'écrive cette histoire. Et donc, au lit, écrivant d'une manière un peu hallucinée, cette histoire est venue comme ça, avec cette langue sans grammaire, mais avec les échos du créole, en fait, dans cette langue-là. Et donc, c'est vrai qu'il y a des histoires comme ça qui nous obsèdent et on ne sait pas comment on va les faire naître à un moment donné ou à un autre. Et une part de merveilleux aussi qui arrive. Alors, le second livre sur lequel j'aimerais que vous nous disiez un mot, c'est Pagli. Alors, Pagli la folle, hein, comme le titre l'indique, cette femme qui va se laisser mourir de toi, comme elle dit à un moment, le toi étant un personnage qui s'appelle Zil, qui lui aussi est un pêcheur, mais un pêcheur qui, d'une part, n'est pas son mari, mais qui est un pêcheur créole, alors qu'elle est une hindoue, et évidemment, la rencontre est impossible, le regard des autres est trop important et trop gênant entre les deux. Là aussi, deux mots sur cet amour qui n'a pas lieu d'une certaine façon, enfin qui a lieu mais qui n'est pas concrétisé. C'est un livre qui quelque part, qui symbolise énormément mon amour pour Maurice en tant que tel, cette terre de richesse et dont j'ai extrait presque toute mon inspiration, je dirais. Mais au départ, à nouveau un point de départ un peu anecdotique, c'est que
une personne qui me connaissait m'a dit oui, tu écris toujours des romans très, très sombres, très noirs, tu n'as jamais écrit une histoire d'amour. Et je me suis dit, bah, ça c'est vrai que finalement, je n'ai jamais écrit une histoire. Et ça a commencé à me trotter en tête. Et au moment où je me suis dit, oui, mais si j'écris une histoire d'amour, ce serait une histoire passionnelle et vraiment qui va enfin, à l'extrême, peut-être de l'amour. Mais les premières lignes où je commence à écrire cela sans avoir aucune idée d'où ça irait, je me disais, où est-ce que ça se passe? Et le nom de Terre Rouge, qui est un lieu à Maurice, me vient. Et à partir de ce premier paragraphe, de cette première page de ce livre, le mot Terre Rouge va, d'une certaine façon, contenir tout le roman, parce que je me rends compte que le rouge est un symbole tellement fort de la féminité, de tout, du sang menstruel, etc. Mais aussi que ça va finir par une espèce de bain de sang et bain de boue aussi, d'une espèce d'avalanche. Et du coup, rien que ce premier paragraphe, cette première phrase, cette première page, finalement, contiennent le roman en soi. Et en même temps, je voulais aussi parler, en utilisant le prénom Zil pour cet homme, qui est ce que j'ai appelé mon homme idéal, en fait. C'est un pêcheur créole qui aime l'île passionnément, mais qui aussi a une compassion immense envers les autres, et qui va aimer Pagli d'une façon extrêmement généreuse. Ça devient aussi un symbole de ce que j'imagine que notre pays pourrait être si on se permettait de passer outre les cloisonnements identitaires dans lesquels nous sommes emprisonnés. Autre livre et autre drame, cette fois-ci, alors les deux précédents étaient publiés chez Gallimard, mais dans la collection Continent Noir, celui-ci est dans la collection blanche, le Sari vert. Alors, je voudrais bien que vous nous parliez un petit peu. Alors là, c'est l'histoire d'un médecin qui est en fin de vie, c'est un vieil homme, il est entouré, enfin, entouré n'est peut-être pas le mot, parce que sa fille et sa petite fille sont à côté de lui. Cet homme est un médecin qui est adulé par ses patients, c'est une sorte de héros, en tous les cas pour certains de ses patients, et c'est pas du tout un héros dans sa propre famille, parce que il est accusé tout simplement d'avoir tué sa femme, donc la mère de la fille et la grand-mère de la petite fille. Ce drame, ce trio, là aussi, d'où vient-il et quelle était l'ambition, si j'ose dire, du livre? Alors ça aussi, c'est comme Joséphin Le Fou, c'était une histoire que j'avais depuis, je dirais presque toujours dans ma tête, parce que c'était à nouveau une histoire qu'on m'avait racontée, une histoire familiale, transmission des femmes surtout, de femme en femme, arrière-grand-mère, grand-mère, tante, grand-tante. On vous raconte des choses entre femmes. Ce qu'on nous raconte, ce sont souvent des choses terribles, mais qui sont toujours tues. On n'en parle pas. Souvent, ces femmes qui meurent sont oubliées complètement. Et moi, cette histoire qu'on m'avait racontée, surtout la fin du roman, où l'homme qui est fâché parce que sa femme a mal cuisiné le riz, va lui déverser une marmite de riz bouillant sur la tête. Et ça, c'est une histoire vraie qu'on m'a racontée. Et donc, à partir de ce moment-là, cette image terrible m'est restée comme une obsession. Et j'ai toujours pensé que j'écrirais cette histoire. Et donc, j'ai essayé plusieurs fois. À un moment donné, j'ai écrit vraiment le roman tout entier, mais du point de vue de Kitty, donc la fille de cet homme. Ensuite, je me suis dit non, ça ne marche pas du tout, c'est pas du tout ce que je voulais faire, je l'ai laissé. Et puis j'ai repris en essayant de faire parler la petite fille. Et finalement, au bout de, je sais pas, ça devait être à nouveau 15-20 ans, mais une fois que j'étais arrivée à un certain âge, je me suis dit, soudain, il m'est apparu que je pouvais peut-être, au lieu de, j'ai toujours parlé au nom des victimes en disant je, que peut-être pour une fois, je pouvais parler du bourreau en disant je. Parler du bourreau, c'est aussi essayer d'entrer dans la tête
d'un personnage violent. Et cette violence-là, il faut aussi se la justifier d'une certaine façon. Donc, en disant je de la part de au nom de cet homme, il fallait que j'ai deux niveaux d'écriture, disons, tout le long du roman, c'est-à-dire l'homme qui raconte son histoire, explique sa violence et la justifie et se la justifie à lui-même, puisqu'il doit vivre avec. Et puis, le lecteur qui doit comprendre que tout ça, en fait, on ne doit pas le prendre au pied de la lettre, on doit comprendre ce qui se passe au-dessous. Donc, c'est un roman qui est vraiment écrit avec deux niveaux de lecture très, très distincts, mais qu'il fallait que je ramène d'une façon où on n'a pas l'impression d'une construction artificielle, disons. Et ça m'a vraiment, ce personnage m'a vraiment habité pendant 6 mois d'écriture. Et ça a été difficile après d'en sortir. C'est un processus violent, en fait, que d'écrire la violence en disant « je ». Alors, je disais que le merveilleux était dans votre écriture. Il est avec nous ce soir aussi parce que vous avez prononcé la phrase « est apparu » et « est apparu » Gad qui nous a rejoint à l'écran. Alors qu'il a vous êtes un tout petit peu magicienne, hein, je vous félicite pour ça. Bonjour à tous et à toutes. J'interrogeais en votre absence Ananda sur ses romans et juste avant on avait parlé de la place de la poésie dans son œuvre, la poésie qui l'a accompagné tout le temps et qui a accompagné en particulier ses débuts. Vous, c'est le slam, mais le slam est de la poésie. D'où vient-elle cette poésie? C'est votre famille, c'est l'école, c'est des rencontres. D'où vient ce goût pour le mot, le jeu avec les mots? J'écoutais avec intérêt ce que disait justement Ananda par rapport à cette langue qui nous porte et qui nous entraîne aussi vers l'imaginaire, parce que la langue malgache, qui est ma langue maternelle, m'a toujours bercé dans la construction du rythme, de la musique. Donc pour moi la poésie, elle me vient de ce rapport à la langue maternelle qui est très forte. Moi, j'ai vécu tout dans la brousse. Et c'est assez intéressant ce que disait Ananda justement par rapport aux canaris, parce que moi, mon premier poème, il parle aussi d'un petit oiseau et d'un petit garçon. Et ça, je l'ai écrit vers l'âge de 11 ans. Et c'est vraiment le rapport à la langue maternelle, au malgache, qui a fait naître l'envie de faire de la musique avec cette langue-là. Donc le côté rythme du slam, le côté musicalité de cette langue malgache, de la brousse, hein, parce que cette langue malgache a beaucoup de variantes, de variations. Et pour moi, elle me vient de là, de cette nourriture vraiment qui me vient de la langue maternelle. Quel rôle ont joué et à quel moment, tout à l'heure, j'interrogeais Ananda sur la place des poètes mauriciens et en particulier celle d'Édouard Monique. Pour vous, à Madagascar, quel rôle ont joué les pères tutélaires, pour reprendre l'expression, les Rabé Mananjar, les Raneiv, Rabé Arivel? Vous les avez découverts où, quand, comment et quel rôle ont-ils joué pour vous? Dans ma famille, je n'ai aucun repère artistique, on va dire. À ma connaissance, je suis le premier à m'être intéressé à l'écriture, à la littérature, au théâtre un peu plus tard, à la poésie au tout début. Donc pour moi, les rencontres avec Rad, Rabé Mananjar, Raneiv, Tox, etc., effectivement, ça a été des rencontres salutaires. Si je fais un petit retour en arrière. Mais moi, je les ai découverts à l'école. L'école, pour moi, est l'endroit qui m'a fait découvrir ces poètes-là. Et ces rencontres ont été effectivement fondamentales dans mon parcours. J'écrivais beaucoup en malgache au tout début, jusqu'à l'âge de 19 ans, je n'écrivais pratiquement qu'en malgache. Le déclic s'est fait un peu plus tard pour le français. Et d'ailleurs, je ne parlais français
que vers la classe de seconde première au lycée. En arrivant à Tananarive, j'ai été vraiment bercé dans ma brousse d'enfance par cette langue malgache. C'est une relation assez conflictuelle aussi parce que j'aimais beaucoup écrire en français, mais pas parler en français. J'écrivais beaucoup en français, mais parler le français, pour moi, ça a été quelque chose d'assez tardif et presque même handicapant. J'ai commencé vraiment à apprivoiser cette langue vers la classe de voilà, seconde, première, terminale et ensuite dans mon parcours universitaire. Donc pour revenir à ces poètes-là, parler, faire entendre cette langue, la musicalité de cette langue malgache et m'exprimer en poésie ou à travers des écritures un peu expérimentales aussi, théâtre, nouvelles déjà à l'époque. Pour moi, la rencontre avec les poètes fondateurs d'expression malgache et française, cette rencontre a été vraiment salutaire. Je reviens vers vous, Ananda, et on va poursuivre un petit peu de feuilleter votre livre, votre œuvre, avec ce livre, Ève de ces décombres. Alors tout à l'heure, on était avec un vieillard vieillissant. Là, on est avec des adolescents, 4 adolescents qui sont un peu à la dérive. Il y a 2 voix principales, Sad et Ève, qui donnent son prénom au titre du livre. Et puis, il y a Savita et Clélio qui vont, j'allais dire, au bout de l'enfer, au bout de leur enfer, en tous les cas. Il y a une part aussi, il y a la poésie qui est présente, là encore, la poésie de Sade, parce que Sade écrit de la poésie, mais il lit de la poésie. Rimbaud est cité dans le livre. Il y a une espèce de, peut-être d'identification d'une certaine façon. Ces groupes d'adolescents en dérive, alors, vous les aviez rencontrés? D'où viennent-ils? Comment sont-ils nés sous votre plume, ce quatuor? Alors, il faut dire aussi que le livre est un livre polyphonique. Hein. Vous donnez la parole à chacun des protagonistes, les 2 premiers ayant une place plus importante que les 2 seconds, mais les 4 ont la parole. Oui, non, c'était à nouveau, c'était une inspiration poétique, en fait. C'est-à-dire que souvent, la poésie, elle passe par l'inconscient, je pense, en tout cas pour moi. Et souvent, au moment où je vais m'endormir et commence à avoir des espèces d'associations d'idées, de mots, qui me créent des images et je me dis, il faut que je me souvienne de ça pour écrire le lendemain. Et un soir, comme ça, j'ai reçu, je dirais presque, enfin, comme vous disiez, de façon un peu merveilleuse, ce titre, Ève de ces décombres. Et je me suis dit, bon, ben, je vais écrire un poème qui commence comme ça. Et le lendemain, je partais pour l'Italie pour un voyage littéraire. Et à ce moment-là, au moment où je commence à écrire ce que je pensais être un poème, je commence à me poser des questions qui, en fait, sont des questions qui vont mener à un roman. C'est-à-dire, qui est cette Ève? Où sont ses décombres? Où va-t-elle, en fait? Et qu'est-ce que ça veut dire, cette ellipse Ève de ces décombres? Est-ce qu'elle est née de ces décombres? Est-ce qu'elle sort? Est-ce qu'elle sombre? Et donc, tout d'un coup, m'est venue cette image un peu d'une jeune fille qui marche dans Port-Louis, enfin, dans une ville, mais qui pour moi était vraiment Port-Louis. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était un roman, mais c'était un roman en fait poétique parce que finalement, je l'ai écrit entièrement comme un poème, donc très court, avec des chapitres courts. Et en même temps, comme j'écris vraiment volontiers, enfin la plupart du temps à la première personne, je me disais que Ève, elle doit être aussi entourée de personnes qui sont autour d'elle et m'est venue aussi donc cette voix de Sade qui est peut-être un peu, moi à 17 ans, je dirais. Finalement, c'est quelqu'un que je dirais est celui auquel je m'identifie le plus dans ce roman. Et dans l'amour de Rimbaud, bien sûr. L'amour de Rimbaud, évidemment, cette découverte de Rimbaud dans la salle de classe où il parle des voyelles qui ont des couleurs, c'est une révélation. Et c'est aussi sa porte de sortie à lui. Et c'est ça qui finalement, en fait, a cristallisé ces personnages parce que chacun a sa stratégie de sortie.
souvent désespéré, avec un certain espoir ou pas, on ne sait pas. Mais finalement, ce roman poétique, Ève de Sélécombe, est celui qui a survécu, qui vit le plus, en fait. Il a été beaucoup traduit dans une dizaine de langues, fait en film aussi par mon mari et mon fils. Et aussi, ben là, il ressort cette année en Angleterre. Il a déjà été traduit en Angleterre, mais il ressort en édition Young Adults, c'est-à-dire des jeunes adultes. Donc, il va être lu dans des écoles, etc. Donc, c'est celui de mes romans qui vit encore aujourd'hui, mais qui est aussi le plus, finalement, vivant dans le sens où tout ce que je raconte dedans, c'est encore d'actualité, en fait. Ces jeunes qui se retrouvent à la dérive, qui n'ont pas vraiment parfois de repères ou d'avenir. C'est ça qui finalement permet au livre de vivre, mais aussi le fait de choisir la langue poétique, qui est la langue de leur pensée, de leur inconscient. Ça fait que je pouvais me libérer de toute forme de jargon, disons, je dirais, de la jeunesse que je ne connaissais pas, et que je pouvais en fait faire parler leur cœur, leurs émotions. Et je pense que c'est pour ça que finalement ce roman est celui qui parle autant à autant de jeunes dans le monde, peu importe. Je me reconnais beaucoup en Sade aussi, effectivement. Ben voilà, exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Ça m'a fait penser à ça, exactement. Oui. Livre pour lequel vous avez obtenu le prix des 5 continents de la francophonie. Oui. C'était cette année-là aussi. Gad, est-ce que vous pourriez nous prêter votre voix et lire le premier texte d'Ananda, qui est extrait d'un de ses romans qui s'intitule Le manger l'autre. C'est pas tout à fait le début, mais presque le début du livre. Manger l'autre. Ananda Devi, Grasset, 2018. Venons-en au fait. Après 9 mois et 10 jours très exactement, ces 10 jours lui ayant paru aussi longs que les 9 mois qui les avaient précédés, ma mère donna naissance à un éléphant rose. Il pesait 10 kilos et 200 grammes, ce qui ne représentait pas un poids excessif pour un éléphanteau, mais un record pour les humains. Au moment de l'accouchement, ma mère céda au sentiment de sidération réprimé qui l'avait habituée pendant sa grossesse. Au fur et à mesure que son corps fluet prenait des proportions monumentales, elle hurla comme une forcenée. J'étais l'éléphant rose. Je n'avais ni trompe ni grandes oreilles, mais il était impossible de nous réconcilier, moi et le mot bébé. Il aurait fallu trouver un autre vocable pour me décrire. Pendant que ma mère s'égosillait, le médecin et les infirmières restèrent, eux, sans voix, emplis d'un désarroi qui n'avait pas uniquement son origine dans mon poids excessif, mais aussi dans mon apparence de Bouddha chinois au regard immobile et cynique. Ils se hâtèrent, dit-on, de m'abandonner aux bras de ma mère, pourtant la plus terrassée, physiquement et moralement, par la réalité de mon existence et sa singularité. Je crois me souvenir d'une chambre obstinément vide, seulement peuplée par le tapage de ma faim. Merci beaucoup, Gad, pour cette lecture. Ananda, cette jeune fille qui est rejetée par sa famille, par ses amis, ses copines, par les réseaux sociaux aussi, parce que les réseaux sociaux interviennent, rejetée par son physique, pour son physique. Là aussi, quelle était l'envie qui vous a guidé pour écrire ce livre? Je crois que j'ai toujours eu envie d'écrire au sujet de ce rejet de la différence, en fait. Depuis Moi l'interdite, Joséphin le fou, tous, Pagli, même avant, je pense, Paul de Ruy-la-Poudrière, c'est toujours cet instinct de rejet de ceux qui ne sommes pas nous ou qui sont différents de nous. Et donc, ce qu'on appelle le monstre, c'est souvent ceux qui ont l'air d'être différents, mais en fait, le monstre, c'est celui qui les voit comme différents. C'est toujours ce que je finis toujours par dire, que le monstre, c'est nous qui regardons ces autres avec d'un air ahuri, en nous disant « mais mon Dieu, mais comment peuvent-ils »
Et dans ce processus de l'obésité, en fait, l'idée m'est venue en fait très très banalement lors d'un voyage aux États-Unis où je voyais les gens manger énormément dans la rue, dans les aéroports, etc. Où je me disais mais comment est-ce qu'il faut autant manger que ça tout le temps, ça me semblait même moi, enfin, à ce moment-là, je me disais, non, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils mangent? Et puis, à un moment donné, je passais devant une galerie d'art et j'ai vu une peinture d'une femme, enfin, on aurait dit plantureuse, mais en fait obèse dans la peinture et qui regardait comme ça. Et je me suis arrêtée devant cette galerie d'art et de cette peinture en me disant, mais en fait, de quel droit je juge ces personnes en me disant mais pourquoi mangent-ils autant? En fait, c'était ça. J'ai commencé à me dire, à me poser la question de quel droit juger, de quel droit. Et donc, et là, je me suis dit mais si je me mettais dans la peau de quelqu'un, d'une personne qui est obèse, mais là c'est une obésité morbide, et d'essayer de la comprendre de l'intérieur, ce que j'ai toujours fait d'ailleurs, j'arriverai peut-être à saisir ce qui en eux souffre de ce regard de l'autre, surtout dans notre monde actuel où on est vraiment dans l'apparence, on est dans l'étalage de soi. Ça, c'est quelque chose qui me semble très étranger à moi, c'est-à-dire les selfies par exemple, ou se mettre des photos de soi sur Facebook ou Twitter, etc. Ça c'est vraiment quelque chose que je ne ferai jamais. Mais ça m'intéresse de voir comment la société bouge vers cette vision de soi, cette espèce d'étalage et de représentation de l'apparence, qui va aussi énormément nuire aux jeunes, aux adolescents, aux adolescentes, les obliger à se conformer à une apparence. C'est terrible psychologiquement. Et donc, en me mettant à nouveau dans la peau de cette adolescente, et qui maintenant, puisque c'est un roman finalement moderne, puisqu'il vraiment il s'empare de ces réseaux sociaux, de ce regard d'Internet, mais à un point où on est dans l'extrême. Je voulais vraiment aussi montrer mon inquiétude à propos de ce qui se passera après psychologiquement pour ces jeunes, comment ils vont vivre avec leur corps, avec leur être, avec leur identité en fait, par rapport à eux-mêmes. Et donc, ça m'a permis aussi de comprendre cette souffrance-là de l'intérieur, ce qui est très, très, très important. Gad, tout à l'heure, Geoffrey vous présentait. J'avais envie d'ajouter, on ne se connaît pas, mais j'ai l'impression que vous êtes une sorte d'activiste culturel. J'emploie cette expression parce que vous écrivez de la poésie, mais du slam que vous prononcez sur scène, vous faites des spectacles pour les petits, pour les grands, vous faites de l'interaction entre la photo, le film et vos propres textes. J'ai l'impression que c'est un petit peu tout ça qui vous anime. Alors, il y a trois petits textes que j'ai lus de votre part, et j'aimerais que vous nous en disiez un mot. C'est ces trois personnages, si j'ose dire, les personnages de Monique, de Maxime et de Mengti. Alors déjà, dites-nous un petit peu dans quel contexte ils ont été créés. Ce sont des projets artistiques qui fonctionnent avec des photos et avec des films. Dites-nous un petit peu le contexte d'écriture. C'est l'Institut français de Madagascar qui a organisé sur sa page Facebook pendant le premier confinement en mars 2020 une espèce d'évasion. On s'évade de la prison qui est le temps, qui est nos foyers, qui est nous-mêmes. Et ils m'ont proposé à l'Institut français de Madagascar d'écrire des petits textes, mais en s'accompagnant du regard aussi d'un autre artiste, lui qui était moins confiné parce qu'il est journaliste, reporter en même temps, artiste photographe, qui s'appelle Riza Sulu. Lui, il était du coup un peu celui qui scrutait le monde autour, c'est-à-dire le monde vide de ses habitants, qui était, enfin le monde qui est Tananarive en tant que capitale de Madagascar.
Donc cette opération qui s'appelle CAM, conversation avec M, en fait, est née de ça, de cette demande de l'Institut français. Moi, quand on m'a posé cette question-là, est-ce que tu peux écrire autour du confinement, j'étais assez surpris déjà parce que moi, je suis quelqu'un qui se veut être vraiment un artiste de scène, c'est-à-dire être sur scène, parler. L'écriture est venue un peu m'aider à faire ça. Mais je pense que dès l'enfance, quand j'ai écrit, je voulais être sur scène et non pas seulement écrire pour écrire. Donc, une fois confiné, quand on m'a fait cette demande-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux dire? Et plutôt qu'être un artiste activiste, engagé, je pense que je suis un artiste un peu dégagé. Si Djouara Valson veut bien me prêter cette expression-là, Djouara Valson que vous connaissez forcément, Ananda et Bernard, un artiste un peu dégagé comme ça qui peut jouer au porte-voix, faire parler ceux qui ne peuvent pas parler. Et pour moi, ceux qui ne peuvent pas parler, ce sont Mind. Mind, c'est un jeune agent. Oui, c'est ça, un caïd de quartier, agent de sécurité, qui est un peu perdu. Et pour lui, être confiné, c'est perdre son boulot. Voilà, Maxime. Alors j'ai fait parler Monique, Monique, c'est un peu l'alter ego de ma grand-mère, on va dire. C'est une vieille qui perd un peu la boule, un peu alcoolique. Qui a perdu trois de ses fils. Qui a perdu 3 de ses fils. Ça, c'est parti d'une histoire vraie parce que ma grand-mère a eu 4 garçons, dont mon père. Mon père est l'aîné et elle a perdu 3 de ses fils parce que dans ce pays, tout peut arriver un peu par accident. Moi-même, je sais que je suis devenu artiste un peu par accident. Et ça, c'est ce que j'aborde aussi dans mon prochain spectacle qui est Aoumbi, qui raconte l'histoire d'un terrible voleur de zébus à Madagascar qui s'appelle Rémé Nabila. Lui, il est tombé dans le grand banditisme par accident. Et donc, pour revenir à ces petits écrits sur la page Facebook de l'Institut français de Madagascar, j'ai voulu jouer au porte-voix, c'est-à-dire donner la voix à ceux qui n'ont pas accès à cette voix-là. Et ça a été très bien reçu. Et Cam, conversation avec M, tous les personnages le nom des personnages commence tous par M. Et donc M, c'est aussi un peu Madagascar, c'est-à-dire donner la voix à ces petites gens entre guillemets confinés et qui souffrent un peu plus du confinement parce que on les appelle les petites gens. Je vais me permettre un conseil de lecture parce que votre grand-mère couturière là que vous évoquez, vous parlez de la machine à coudre Singer. Vous avez un poète de l'île d'Haïti, René Depestre, immense poète, qui a écrit tout un livre qui s'appelle Papa Singer. Parce que lui, c'était son père qui était couturier et qui utilisait la même machine. Alors, je ne fais pas de la publicité pour la marque, mais je trouve que le rapport est intéressant. Et je voudrais que vous nous disiez un mot sur Maxime, autre personnage intéressant, si j'ose dire. Maxime, alors c'est le premier que j'ai écrit. C'est le premier que j'ai écrit parce que le défi de l'Institut français, c'est pour ça que ça s'appelle CAM d'ailleurs. C'est comme, c'est un peu comme ces caméras qui nous scrutent, qui nous guettent. Et moi, je suis devenu cette caméra-là, au même titre que Riza Soul, qui lui avait réellement sa caméra dans la rue pour prendre des photos. Et en fait, nous, avec Riza Soul, ce qu'on faisait, c'est que lui, il prenait ses photos de son côté. Et moi, j'écrivais de mon côté. Et à un moment donné, on croise les regards. Et Maxime, c'est un chien de race. C'est un chien de race qui est bien traité, qui mange bien, parce que c'est un chien de race et que ça coûte une fortune. Et ses propriétaires étaient juste en face de chez moi. Et je scrutais à travers ma fenêtre l'existence de ce chien, l'opulence dans lequel il vivait. Et je savais qu'à côté, il y avait des enfants qui crevaient de faim parce que son père ou sa mère n'arrivait pas à le nourrir. Donc pour moi, c'était vraiment, à travers les yeux de Maxime aussi, dire dans quel monde absurde on peut vivre. Et Madagascar, là où les inégalités sont très fortes,
pour moi, il fallait dire ces choses-là. Et pour moi, cette petite caméra qui était ma fenêtre, mes yeux, mon écriture, pouvait au moins rendre cette justice-là et restituer cette voix aussi. Et ces personnages, je voulais terminer sur ça, c'est que j'aime beaucoup l'écriture d'Ananda dans le fait que cette écriture redonne aussi à ceux qui n'ont plus leur voix, leur intelligence. Tous les personnages sont intelligents. Et ça peut être de l'intelligence affective, ça peut être de l'intelligence purement manuelle. Moi, je sais qu'à Madagascar, des gens ne crèvent pas de faim parce qu'ils peuvent utiliser leurs mains, parce qu'ils peuvent utiliser leurs pieds. Enfin, toutes ces formes d'intelligence, pour moi, sont nobles. Et si les personnages de livres ou de théâtre ou comme j'ai fait de Cam, peuvent ravoir leur intelligence, pour moi, c'est déjà gagné. Ananda, sur ce que vient de dire Gad par rapport à cette façon de mettre en avant des exclus, mais de voir aussi le côté positif, non pas de l'exclusion, mais du personnage qui est exclu, qu'il a aussi des beaux côtés, qu'il a aussi des bons côtés, et qu'il a aussi des portes de sortie, la poésie en étant une majeure. Oui, bien sûr, cela semble presque aller de soi quand on est humaniste, qu'on comprend que chaque être humain a ses qualités, ses défauts, etc. Ça semble tellement absurde d'avoir à dire que chaque être humain a son intelligence propre, et pourtant il faut encore le dire. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde où on est, finalement, ce qu'on appelle l'intelligence, c'est la réussite matérielle. Et donc, tout ce qui est hors, toute cette espèce d'appareil et enfin, les voitures, enfin, quand on pense à Maurice, ils adorent les voitures de luxe. Donc, le grand symbole de la réussite matérielle, c'est d'avoir une grosse voiture de luxe. Et donc, ça devient l'aune à partir de laquelle on mesure l'humain, l'intelligence humaine et la qualité, les qualités humaines. Et il me semble que c'est d'autant plus important qu'on entend d'autres voix, parce que je ne dis pas ça pour prêcher dans ma paroisse, mais c'est-à-dire qu'on est tellement envahi de voix à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, etc., de voix qui nous tous les jours nous présentent soit des catastrophes, soit des espèces de scénarios de réussite matérielle, comme les plus grosses fortunes du monde, que finalement, tous ceux qui passent au-dessous, la majorité du monde, on ne les entend pas, ou alors on les confine dans des espèces à nouveau de scénarios tragiques où ils sont ceux qui vont mourir. Voilà, sous les bombes, dans l'eau, dans les océans, etc. Et il n'y a plus rien il n'y a plus rien qui les rassemble. Et c'est terrifiant. Pour moi, le monde d'aujourd'hui est terrifiant parce qu'on est assailli d'informations, mais ce sont des informations qui ne nous disent rien finalement à propos de l'autre, à propos de chaque personne. Et c'est pour ça que la poésie, le roman, la littérature, les arts en général, leur but, c'est justement d'aller dans chaque personne et d'habiter chaque personne et de l'identifier. C'est-à-dire que si on a 1000 personnes qui sont mortes sous des bombes ou dans l'océan en essayant de les traverser, chacun d'eux a une histoire, chacun d'eux a des émotions, chacun d'eux est un être vivant qui aurait pu être nous dans d'autres circonstances. Donc, je pense que c'est pour ça que les voix que sont la littérature, la poésie, le slam, le chant, le théâtre, il nous faut les entendre encore plus aujourd'hui qu'avant. Gad, la transition est presque toute trouvée. J'aimerais bien qu'on entende l'un de vos textes et dans lequel on va entendre à la fois du malgache et à la fois du français.
s'il vous plaît. On est tout à fait dans l'océan Indien, là, parce que ce texte, je l'ai écrit sur l'île de la Réunion en 2018. Et j'ai écouté l'autre jour une interview que vous avez donnée à Nanda, et où vous disiez justement, nous, on nous enferme dans cet exotisme littéraire souvent, sans parler du style, du fond, de comment la forme naît. Nous, les écrivains ou les auteurs ou les artistes qui venons des îles, on nous enferme justement dans cette insularité un peu exotique. Et pourtant, à La Réunion, je suis tombé dedans. Je voulais justement mettre tous les clichés possibles sur mon pays, mais vu de l'intérieur et vu de l'extérieur aussi, parce que je l'ai écrit sur l'île de La Réunion, du coup. Et donc, c'est un peu de la nostalgie qui prend l'exotique à contre-pied. Viav ni puira, manangi nampinunu, ampela nampihisa veivav tsaradzuru. Viavi, manangi, ampela, veivavi. Elle m'enivre de son rhum des bambous. Betsa betsa, ça t'emporte, ça te rend fou. Ça a le goût du bois, d'un miel un peu fruité. Elle me laisse faire, elle me laisse goûter. Je bois jusqu'à la lie, je m'abreuve en son sein. Ma langue se délie, je lui chante mon refrain, puis elle me fait chut. On apprécie le silence. Je reprends mon refrain, elle se lève et danse. Je parcours ses collines, ses montagnes sacrées. Et comme elle est divine, je lui livre mes secrets. La Ravinala m'accueille, ses bras sont chaleureux. Elle me prend, je l'accepte, avec elle c'est sérieux. Ting, reine du sanctuaire, elle est presque un mythe. À la vue de ses courbes, je deviens stalagmite. Comme un zébu dans la plaine, je me plais dans son lit. Et comme elle m'a mordu, comme un môme, j'en salive. Une beauté qui s'offre à moi dans un plateau verdoyant. Une jolie forêt de mangroves, j'ai envie de me perdre dedans. Viavi, fadnrazan, suatuavna, mititstambazan tsartiavna, ni fukum tempoas sati vazvazun setni, avuz niazun satni, meva tsara sua, tsemanam paharua. Elle me subjugue les rois. Quand elle me parle, je l'écoute. Elle est désirable, c'est les couleurs de sa peau sans doute. Café, vanille, safran. Ses vallées sont fertiles, elle a du caractère à ça, elle a du cran, ses rondeurs abondantes, elle a ce côté fragile, mais au fond c'est une battante. Guerrière comme Sifaka, kant tsutra malefaka, manetama sumarevaka, avona vuitra lemaka. Je bois jusqu'à la lie, je m'abreuve en son sein, ma langue se délie, je lui chante mon refrain, puis elle me fait chut. On apprécie le silence. Je reprends mon refrain, elle se lève et danse. Tu m'envoûtes, je suis suspendu à tes lèvres. Oui, tu me déroutes, je sens monter la fièvre. Je te déshabille du regard. Ma Madagascar, viav ni puira, manandi nampinun. Ampela nampihisa, veivav tsaradzuru. Viavi, manangi, ampela, veivavi. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce que vous avez dit en malgache, c'est la même chose que ce qui est dit en français? Est-ce que ce sont deux choses différentes? Et si oui, pourquoi certaines sont exprimées en malgache et pourquoi d'autres sont exprimées en français? C'est exactement à des endroits différents pour moi. Je passe du malgache au français, du français au malgache, et ce n'est pas une traduction à l'intérieur du texte. Pour moi, une langue se traduit peu, se traduit rarement. Alors, ça permet à des livres d'être compris par d'autres nationalités, par d'autres personnes, d'autres pays, mais la traduction, alors c'est un peu un lieu commun de dire ça, mais la traduction tue. Les premières intentions tuent, les premières envies de celui ou celle qui écrit. Et pour moi, à l'intérieur de ce texte, j'ai mis vraiment le malgache et le français aux endroits qui leur sont propres. Donc, je veux juste dire que vous étiez en train de parler à une traductrice. Donc, une chose. Si je vous... À une
convaincue de l'importance de la traduction, en fait, parce que je pense que les traducteurs, sans les traducteurs, on n'aurait pas eu tant d'œuvres, et que souvent les traducteurs sont des écrivains méconnus, parce que pour traduire, surtout la littérature, bien sûr, il faut qu'ils soient écrivains dans l'âme et qu'ils puissent transmettre. Bien sûr, on ne pourra jamais tout à fait traduire directement, enfin littéralement, bon, n'en parlons pas, mais même directement certains aspects des livres, on va en perdre, c'est sûr. Mais je vais vous dire quelque chose, je me suis traduite moi-même dans le recueil de poèmes Ceux du Large en 3 langues. Enfin, j'ai écrit en français, j'ai traduit en anglais et en créole. Et à chaque fois, il y avait un glissement de sens entre les 3. Mais cela ne fait rien, parce que l'intention était la même. Et donc, je pense que dans chaque langue, on a une recréation, en fait. La traduction est une recréation. Et que ce qu'on perd peut-être dans certains aspects, on gagne dans d'autres. Et c'est pour ça qu'il me semble que… Je suis d'accord. Oui, je suis absolument… Quel rôle jouent vos langues, les langues que vous possédez, les 2 langues indiennes, le créole, mais aussi l'anglais? Quel rôle jouent-ils dans votre processus de création? Tout à l'heure, vous disiez, c'est une phrase créole que j'ai traduite ou adaptée. On sent bien quand on lit vos textes qu'il y a quelque chose qui vient d'ailleurs. Et on ne le détermine pas forcément. Je parle pas en termes d'exotisme, là, c'est pas du tout ça, c'est simplement en termes de linguistique et de musicalité. On se dit, tiens, quel rôle jouent ces langues? Évidemment, c'est certain que on est… Enfin, je reprends, disons, l'intitulé de notre rencontre. Je viens de loin, j'écris en français, mais en fait, finalement, c'est le français qui est venu de loin pour arriver jusqu'à chez moi, à l'île Maurice. Donc, c'est un peu l'inverse de cette direction de l'intitulé, parce que quand le français est arrivé à l'île Maurice, dans les processus historiques qu'on connaît, de la colonisation, etc., mais finalement, c'est devenu l'une des langues mauriciennes. Donc, le créole, bien sûr, mais le français, l'anglais, l'hindi, toutes ces langues sont devenues un assemblage, mais pas seulement, disons, de l'instrument langue de communication, mais aussi de la perception de l'intégration d'une langue à l'intérieur d'une culture autre. Et donc, finalement, en écrivant, même si j'écris en français, c'est un français qui est habité par les cultures dans lesquelles j'ai grandi et par toutes les langues dans lesquelles j'ai grandi. Donc, et finalement, je les restitue quelque part en écrivant en français. Donc, on est dans un processus tellement dynamique, tellement fluide et tellement créateur dans un sens large, que je trouve que finalement, c'est comme ça qu'une langue est vivante, en fait. C'est comme ça qu'une langue vit, pas pour être une langue commerciale, disons comme l'anglais est devenu par rapport à toutes les utilisations quotidiennes de l'anglais, mais une langue de création. Et je crois que les langues et la littérature sont hors toute géographie, je dirais. La littérature, l'écriture est hors géographie, parce que même si j'écris à partir de Maurice ou de Maurice ou à partir des langues, finalement, ce qui va aboutir de tout cela, c'est que ça va parler au monde. Donc, c'est une langue universelle, en fait, finalement. Je vous le confirme que ça parle au monde. En tous les cas, que ça me parle, et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de vos lecteurs qui ont dû aussi vous le dire. Gad, la place le rôle, j'allais dire, du malgache dans vos slams en français. Comment s'immisce-t-il et quel rôle là aussi joue-t-il? Est-ce qu'il y a des parts de traduction? Est-ce qu'il y a une part de musicalité? En tous les cas, on sent aussi quelque chose. Je reprends l'expression qui vient d'ailleurs et qu'on entend dans les textes, dans le dernier en particulier.
Euh, je pense que, alors, dans les textes de slam ou dans les pièces de théâtre que j'écris, auxquelles je prends part aussi, parce que des fois, on me fait écrire, mais je ne suis pas le seul auteur. Je pense notamment à une pièce qu'on a créée sur l'île de la Réunion qui s'appelle Zanahar, qui est un mot malgache pour désigner l'entité créatrice. Et qu'on a décidé d'écrire cette fois-ci en phonétique pour que ça ait sa dimension un peu universelle. Et justement, pour moi, mettre du malgache que très peu de gens comprennent, il y a quand même 25 millions de locuteurs de cette langue, mais mettre du malgache dans des spectacles en français qui se jouent ailleurs qu'à Madagascar, pour moi, c'est retrouver un peu cette universalité qu'on ne peut pas peut-être retrouver dans une langue, on va dire, plus grande de par sa géographie, comme le français. Et pour moi, retrouver l'universel dans le malgache, c'est un peu retrouver aussi l'intime. Parce que mon malgache, quand je le dis et que vous ne le comprenez pas, ça vous remet un peu à votre véritable endroit qui est vous-même. Parce qu'on se concentre sur le son, sur la musique, sur le rythme. Et pour moi, ça c'est vraiment une quête presque obsessionnelle. C'est mettre le malgache au bon moment pour interpeller sur l'intime et sur l'universel. Je veux évidemment pas vous renvoyer systématiquement à l'île Maurice, à Madagascar ou à l'océan Indien, même si l'intitulé est celui-ci. Mais est-ce que vous pensez que c'est une entité recevable? Est-ce qu'il y a une culture indo-océanique? Est-ce qu'il y a des littératures indo-océaniques? Vous sentez une communauté d'écriture davantage qu'avec des auteurs venant d'Amérique latine, d'Europe centrale? Et si oui, quels sont les ingrédients qui font cette culture indo-océanique? Si on vous met dans la littérature de l'océan Indien, ça vous fâche? Bon, vous allez me dire, je préfère dans la littérature universelle, on est d'accord. Mais dans la deuxième catégorie, est-ce que indo-océanique, ça convient ou ça ne convient pas et vous préférez être ailleurs? Ananda. C'est une grosse question parce que oui et non. C'est ça. Réponse de breton. Non, ça ne me gêne pas parce que je pense que, évidemment, il y a de très grands écrivains de cette région qui ont souvent été méconnus parce que, justement, c'est un peu une région, on ne s'intéresse pas forcément à elles, ce sont des îles assez disparates. Est-ce qu'il n'y a pas probablement une identité forte qui les réunit? Donc en fait, je pense que chaque auteur, que ce soit de Madagascar, la Réunion, de Maurice, a son identité propre en tant qu'auteur. Mais en même temps, j'ai envie évidemment de faire connaître que ces auteurs de cette région soient connus. Mais en tant qu'écrivain, je pense que notre famille littéraire est de partout. Donc, je ne peux pas dire que vraiment ma famille littéraire vient uniquement de l'océan Indien. Ce ne serait pas le cas parce que bon, ça peut venir de l'Amérique latine, ça peut être Garcia Marquez, ça peut être Philip Roth, ça peut être Toni Morrison ou je sais pas, de partout. Donc, en fait, notre nourriture littéraire est vraiment universelle. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'une famille littéraire soit régionale, mais en même temps, on peut vouloir faire connaître une région qui est souvent négligée, malheureusement, alors qu'il y a des auteurs de talent, d'immenses talents. Gat, un mot là-dessus. Et je voudrais savoir aussi votre lien littéraire, j'entends, avec vous êtes géographiquement entre l'Inde et l'Afrique. Votre lien avec l'Afrique, quel est-il, le lien littéraire? Est-ce qu'il existe ou finalement pas plus qu'un autre? Alors, par rapport à l'Indian Océanie, qui est pour moi un très beau mot, je ne sais pas d'où vient ce néologisme, mais l'Indian Océanie est une belle utopie, j'ai envie de dire.
une belle utopie géopolitique, parce qu'on vient tellement de différents endroits de cette planète que nous réduire à l'Indian Océanie, voilà, quelque part, il y a cette utopie qui est belle en soi, mais il y a des questions qui se posent autour, plein de problématiques. Et l'une des grosses problématiques aussi, j'ai l'impression, et ça rejoint votre deuxième question, c'est le rapport de l'île Madagascar et de ses habitants avec l'Afrique. J'ai l'impression que cette île dérive plutôt vers l'Asie. C'est une dérive un peu immobile et on se sent, beaucoup de Malgaches se sentent loin de l'Afrique, qui est pourtant, pour moi, notre continent, et une partie de nous vient de l'Afrique. Moi, mon plus grand rêve, je l'ai toujours dit à mon entourage, à mes amis artistes, mon plus grand rêve, c'est d'aller en Afrique. Je l'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Je suis allé en France, je suis allé sur l'île Maurice, à La Réunion, je suis allé dans des endroits un peu improbables, dans la campagne autrichienne, mais jamais en Afrique, parce que les liaisons sont compliquées, les liaisons aériennes. J'ai envie de dire, voilà, en tout cas, le malgache se sent un peu exclu souvent de l'Afrique, et pourtant cette terre un peu nourricière, elle est là aussi, toute proche. Ce continent qui nous ressemble beaucoup, même dans le malgache a été bercé par plein de langues, mais le swahili, le shikomori qui est juste à côté aussi, chez nos voisins comoriens, il y a des ressemblances et des liens forts avec le malgache. Et donc c'est une relation très difficile à décrire, mais en tout cas moi en tant qu'artiste, l'Afrique m'influence énormément. Juste une question qui est peut-être anecdotique, encore que, et j'imagine que je ne suis pas le premier et que je manque d'originalité en vous la posant, Gad, le choix de votre nom de scène, pourquoi ce choix? Pourquoi Gad? Pourquoi Ben Salem? Et pourquoi ne pas avoir gardé votre nom malgache? Je suis un très grand rêveur. Et je pense que le rêve m'a sauvé aussi. Et c'est pour ça que je me reconnais énormément en Sad, Gad, à une lettre près. Ça le faisait. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Sad à Madagascar. Beaucoup de jeunes qui ont envie de littérature, qui ont envie d'un ailleurs. Et cette envie d'ailleurs, j'avais envie, peut-être aussi en choisissant Gad Ben Salem comme nom de scène, ça rejoint un peu ça. Retrouver aussi une place parce que, pour l'anecdote, les noms de famille malgaches sont tellement longs que très peu arrivent à prononcer ça correctement. Alors, ça n'a pas été ça l'origine du choix, mais en tout cas, retrouver aussi une place qui est de l'ordre du rêve, d'emblée. Voilà. Mais Gad, j'ai l'impression que ça veut dire en hébreu bonheur ou heureux. Ben, ça veut dire fils de. Salem, ça veut dire la paix. Gad Ben Salem, ça veut dire bonheur, fils de la paix. Et ça, je l'ai découvert après avoir choisi seulement ce pseudonyme. Donc pour moi, tout ça n'est pas il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Alors, je vous propose de lire le dernier extrait d'Ananda, qui est un extrait de son prochain roman qui paraîtra donc en septembre, qui s'intitule Le rire des déesses. Et puis ensuite, nous passerons aux questions du public, à commencer par 3 étudiants de l'île Maurice qui souhaiteraient poser des questions à Nanda Devi. Nous leur donnerons la parole. Mais tout d'abord, le texte extrait de Le rire des déesses, où on voit apparaître un personnage qui choisit, lui, le pseudonyme de Shinti. Le rire des déesses, apparaître en septembre 2021 aux éditions Grasset. Shinti. À 9 ans, la petite décide de se donner un nom, même pas n'importe lequel. Un nom secret, un nom vrai,
un nom tiré du silence, un nom qui dira qui elle est et qu'elle est. Jusqu'ici, elle a été une ombre, une absence. Quelque chose en elle exige d'exister. Un jour, elle entend la maquerelle se plaindre qu'il y a trop de fourmis dans son appartement. Elle demande à une fille de venir chasser les shinti qui font leur nid dans les cloisons et envahissent tout, dévorent la nourriture et viennent la piquer la nuit. C'est là qu'elle décide qu'elle aussi est une fourmi. Elle a fait son nid derrière une cloison, elle peut se faufiler partout, et s'il y a de la nourriture quelque part, elle fonce dessus. Elle s'appellera donc Shinti, la fourmi. Shinti acquiert une personnalité toute neuve. Elle sera celle qui se glissera dans les interstices, verra tout et ne sera vue de personne. Elle risquera peut-être d'être écrasée par des pieds trop lourds, mais saura toujours se cacher avant que cela n'arrive et les mordra en retour. Shinti n'est pas une petite fille, mais un insecte aux mandibules puissantes, aux antennes sensibles, aux pattes agiles. Celle qui connaît les chemins secrets que d'autres ne connaissent pas et qui peut voir à travers les murs. Shinti n'a pas encore de famille ni de tribu, mais elle est certaine qu'elle les découvrira dès lors qu'elle aura développé ses nouveaux pouvoirs. Shinti se prépare à être plus que Vina, sa mère, à ne pas devenir un animal hurlant lors de terribles combats de chair, à être une petite créature invisible qui se faufile, se glisse, occupe librement ses espaces et sur laquelle ne pèsera jamais le poids d'un homme. Je suis, pense-t-elle, la fourmi rouge qui se dérobe, qui s'échappe, les pique dans le gras du corps, laisse la marque de ses morsures et n'en reçoit aucune, surtout pas les bleus et les violets qu'ils impriment sur la peau de ma mère. Je suis celle qui s'échappera de la ruelle. Shinti, petite fourmi à elle, survole ses rêves. Pour la première fois, ayant trouvé son nom, elle sourit. Ananda, vous nous emmenez cette fois, alors vous allez nous emmener, parce que c'est pas fait, on n'a pas encore le livre, du côté de l'Inde cette fois. Vous quittez l'île Maurice. Enfin, pas tout à fait. Bon, d'abord, merci pour cette lecture, regarde, magnifique. Vraiment, je trouve que c'était lu avec une finesse extraordinaire. Oui, effectivement. Et là aussi, c'est parti d'une expérience pendant une de mes visites en Inde où j'ai été rencontrer des membres d'une association qui s'occupe d'enfants de prostituées de Calcutta. Et bon, j'ai pu voir ces prostituées et leurs enfants. Et cette association me disait qu'ils prenaient en charge les enfants, surtout les petites filles, pour leur donner une éducation, etc. Mais c'est surtout pendant les grands pèlerinages religieux qu'elles essaient de prendre en charge les enfants parce que les prostituées suivent les pèlerinages religieux parce que c'est là où elles se font le plus, enfin, elles gagnent le mieux leur vie parce que ces pèlerinages qui durent de longs jours, des semaines, voire des mois, les hommes ont quand même besoin d'assouvir leurs besoins. Et donc, en allant chercher la bénédiction dans les lieux sacrés, pendant ce temps, ils utilisent les services de ces femmes qui sont considérées comme la lie de la société, qui n'ont, elles, aucun espoir de rachat, de rédemption ou quoi que ce soit. Elles auront beau aller dans ces lieux sacrés, jamais on leur pardonnera d'être des prostituées. Donc, du coup, ça m'a paru tellement le summum de l'hypocrisie que de se dire... ben voilà, elles sont là, nos services, et puis nous, on va se faire acheter en plongeant dans le Gange. Ça m'a vraiment fait penser à cette histoire. Et donc, d'avoir cette petite fille qui est au centre du roman,
et qui va devenir l'objet de la convoitise d'un homme saint. Et finalement, ce sont ces femmes, ces prostituées, et y compris aussi d'autres femmes du même quartier qui sont des hijras. Ce sont des transsexuels qui appartiennent à une ancienne communauté aussi en Inde, mais qui est tout aussi méprisée et conspuée. Et ce sont ces femmes-là qui vont s'unir pour aller essayer de sauver, de ramener la petite fille, de récupérer la petite fille, mais aussi de se venger. Et donc, du coup, les vraies déesses, en fait, ce sont elles, les prostituées, les hijras dans cette histoire. Et donc, ben voilà, c'était aussi une envie de parler de ces femmes qui sont aussi silencieuses, comme vous disiez, Gad, qu'on n'entend pas, qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas aucun espoir de rachat dans cette société, et qui aujourd'hui, à travers cette histoire, j'essaie de dire que peut-être que oui, elle pourrait, à travers cette petite fille, avoir un espoir d'un autre avenir. Ma bouche sera la bouche des bouches qui n'ont point de bouche, disait Césaire. Je sais, mais je n'essaie pas de me mettre à la place de Césaire, ni de dire que je suis la voix des sans voix, mais quelque part, c'est vrai qu'on a envie de faire parler ceux qu'on n'entend pas. C'est sûr. On va entendre ceux qu'on peut entendre, à savoir les étudiants de l'île Maurice qui doivent nous rejoindre. Normalement, Rimena, Chloé et Ludovic devraient venir nous rejoindre sur scène. Je ne sais pas si c'est possible ou pas. J'ai sur mon petit téléphone une phrase où il est indiqué « Je l'ai fait monter sur scène au signal de Bernard ». Donc Bernard fait un signal. Voilà. Ludovic. Bonsoir Ludovic. Bonsoir à tous. Bonsoir. Allez-y. Bonsoir. Puisque j'ai entendu plutôt que vous avez fait mention de comment le fait d'être mauricienne a influencé votre mode de création. Mais moi, je voudrais vous demander comment ce même fait d'être mauricienne a-t-il influencé votre parcours? Mon parcours? Oui. Ah oui, là, ce sont effectivement deux choses très différentes, parce que le fait d'être mauricienne, ça m'a permis de m'abreuver de toutes les sources culturelles, littéraires, artistiques, musicales aussi, de tous les continents, on peut dire. Hein. Ce qui fait que je suis aujourd'hui quelqu'un qui peut être à l'écoute de toutes ces cultures et me sentir à l'aise tout autant dans un pays d'Afrique qu'en Inde, qu'en Europe, etc. Maintenant, à l'époque où je commençais à écrire, dans les années 70, c'était évidemment pas facile du tout d'être mauricienne, d'écrire en français et d'essayer de se faire publier. Donc, j'envoyais régulièrement tous mes manuscrits aux grands éditeurs et je recevais régulièrement des refus. Alors, toujours des refus de formules. Parfois, j'avais souvent des encouragements, des lettres assez élogieuses, disons, mais en général, c'était des refus jusqu'à ce que j'ai été publiée à Maurice, puis j'étais en Afrique, au Congo, j'ai été publiée aux Nouvelles Éditions africaines. Et ensuite, et donc, du coup, ça a pris beaucoup de temps. Mais je pense que parfois, c'est une bonne chose aussi de prendre son temps parce que ça permet aussi de continuer à s'améliorer, à se perfectionner, à se remettre en question aussi. Mais je crois que les choses ont changé beaucoup à partir disons, du milieu des années 2000, disons, de 2005, là, les choses, l'ouverture du monde éditorial a changé par rapport à tous ces univers.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui n'ont pas eu à vivre ce sentiment de refus ou de ne pas avoir leur place dans ce milieu-là. Donc ça, c'est une très bonne chose. Je suis vraiment contente qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui arrivent sans avoir cet a priori négatif par rapport à leur origine dans le monde de la publication. Mais donc voilà, je pense que c'était un parcours, c'était nécessaire de le faire. En même temps, c'était très dur aussi. C'était très douloureux aussi. Est-ce qu'on peut donner la parole à Chloé ou à Rimena? À Rimena. Allez-y. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Bonsoir, parfaitement. C'est avec honneur que je participe à ce webinaire. Alors, moi, c'est Rimena. Ma question, c'était, en tant qu'écrivain de multiples chefs-d'œuvre, où puisez-vous votre inspiration, ou vous une muse particulière, et avez-vous déjà expériencé le syndrome de la page blanche? Si oui, vous surmontez? Oui, chef-d'œuvre, c'est relatif. Il faut pas. Mais oui, bien sûr, enfin, pour répondre à la dernière question, j'ai souvent, enfin, toute ma vie éprouvé le syndrome de la page blanche. Et je dois dire qu'à mes débuts en écriture, comme j'ai commencé à écrire sans savoir d'où me venait vraiment ce besoin, cet élan, cette envie, j'avais un peu l'impression d'avoir reçu une sorte de cadeau et que ce cadeau-là pouvait m'être enlevé à n'importe quel moment. Donc ça a été une très grande angoisse pendant très longtemps de me dire que ce qui est apparu comme ça, un peu miraculeusement, pouvait aussi disparaître. Mais donc, oui, la page blanche, quand on commence à ne pas pouvoir écrire, c'est une terreur, je dirais. Mais moi, la façon dont je réussis à me, disons, à me faufiler ou à passer outre, c'est en écrivant plusieurs choses à la fois. Donc, j'ai toujours eu plusieurs textes en cours. Donc, quand je suis en arrêt sur l'un, je passe à un autre. Je laisse l'autre, le premier décanter, et puis j'y reviens après, parfois des mois ou des années après. Et donc, de cette manière-là, je ne suis pas coincée au point où je ne peux plus avancer sur quoi que ce soit. Pour ce qui est... Ména a disparu, mais j'espère qu'elle m'entend. Pour ce qui est de l'inspiration, je crois que c'est vraiment d'être à l'écoute des autres et du monde, un peu de manière intuitive aussi. C'est-à-dire que quand on est, je disais tout à l'heure, au propos de ce qu'on nous raconte, des anecdotes, et qu'on commence à emmagasiner, mais aussi en rencontrant les gens, en essayant de voir à l'intérieur de l'espace, ne pas s'arrêter à la surface. C'est un peu le processus qui a fait que j'ai pu avoir donc des idées, beaucoup d'inspiration à travers les personnes que j'ai rencontrées, des images, des anecdotes. Je sais que je dis souvent, par exemple, Virginia Woolf, quand elle voyageait dans un train, elle n'écoutait pas les conversations, mais elle regardait les lignes et essayait de s'imaginer leur histoire et de dire qui ils sont, qu'est-ce qui se passe, juste en les regardant. Et donc, je pense que c'est aussi une manière, c'est en regardant le monde, un peu en se mettant dans le poste d'observateur, qu'on arrive aussi parfois à être inspiré par tout ce qui nous entoure et les personnes et ce qu'on nous raconte aussi. On va donner la parole à Chloé, la troisième intervenante mauricienne. On ne vous entend pas, Rimena. On ne vous entend pas, Rimena. Votre micro est coupé. Oui, ah oui, excusez-moi. Elle a eu un souci avec son... pour monter sur... Vous êtes son porte-parole ou vous voulez que je le sois?
Oui, je peux bien poser la question qu'elle avait envie. Mhm. En fait, Ananda y avait en partie répondu parce que Chloé posait la question, est-ce que ce sont des histoires vécues? Est-ce que ce sont des histoires issues d'expériences ou est-ce que c'est le fruit de votre imagination? Je crois que vous avez en partie répondu déjà à cette question. Je vais en poser une autre qui vient aussi du public, mais cette fois à Gad. Quelqu'un qui se prénomme François vous suggère dire des poèmes classiques, entre guillemets, dans le texte, en slam, permettrait-il de les démocratiser, de les faire entendre à toutes celles et à tous ceux qui n'en lisent jamais? La poésie pourrait-elle être une langue universelle? Alors, c'est une très, très bonne question parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer en Suisse l'inventeur du mouvement slam poésie qui s'appelle Mark Kelly Smith et qui est un Américain qui n'est pas du tout issu du monde littéraire. Il est ingénieur, donc il vient vraiment d'ailleurs. Donc, quand il a inventé le poetry slam, parce qu'en anglais, le mot poetry, qui veut dire poésie, vient quand même avant le mot slam. Dans le monde francophone, on dit slam, poésie, jusqu'à en oublier la poésie. Mais c'est avant tout poetry, slam. L'idée, c'était vraiment de démocratiser la poésie. Et nous, notre association qui s'appelle Madagaslam à Madagascar a cette véritable ambition de réveiller la poésie qui sommeille en chacun des lycéens qu'on rencontre, des enfants dans la brousse. Je sais que Michel Rakotousson, qui est une grande dame de la littérature malgache, aussi fait ce travail-là dans la brousse. C'est aller redonner un peu le goût de la poésie, de la lecture, de l'écriture à tout un tas de monde. Et c'est vraiment ça, démocratiser la poésie, la littérature, c'est d'aller à la rencontre de ceux qu'on ne soupçonnerait pas qui ont en eux de la poésie, des choses à dire et peut-être des choses à écrire. C'est ce que je fais aussi avec la compagnie de théâtre dans laquelle je suis à Madagascar, la compagnie Miangali Théâtre. C'est de jouer un peu au porte-voix, mais aussi de donner la voix à ceux qui en ont besoin quand il le faut, sur scène ou en dehors. Donc, pour revenir un peu à cette histoire de poetry slam, slam poésie, oui. Par exemple, si je vous dis quelques vers de La conscience de Victor Hugo, l'œil qui observe Caïn, l'œil qui me fait rappeler aussi du coup manger l'autre d'Ananda Devi, ça fait lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés, livides au milieu de tempêtes, Caïn s'enfuit de devant Jéhovah. Quand le soir tombait, l'homme sombre arriva au bas d'une montagne, en une grande plaine. Sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine lui dirent « Ce n'est plus Hugo, c'est la poésie. » Et les gens peuvent du coup apprécier cette poésie-là. Donc oui, faire du slam, c'est aussi ça, démocratiser la poésie. Vous avez parlé tout à l'heure, Gad, du théâtre et vous pratiquez le théâtre et j'ai justement une question d'Andrea en Italie qui s'adresse à Ananda et qui vous demande, n'avez-vous jamais pensé à aborder le genre théâtral? Alors, c'est une bonne question parce que j'y ai souvent pensé et il s'est trouvé que pendant le confinement, j'ai eu le temps d'y penser encore plus de manière encore plus précise et intense. Et donc, du coup, oui, j'ai écrit une pièce de théâtre pendant le confinement, qui était une histoire que j'avais en tête aussi depuis assez longtemps, mais qui a un fond un peu de... il se passe un meurtre parfait, en fait, où trois amis, amis, ça s'appelle en fait pour le moment trois amis, décident de tuer le mari de l'une d'elles qui pourrait être un mari violent, mais on ne sait pas encore. Et donc, du coup, elles se donnent un alibi les unes les autres de façon à ce que finalement le meurtre soit un meurtre parfait. Et donc, c'est à la fois une réflexion à nouveau, comme d'habitude, sur la violence,
Mais dans ce cas-là, ce n'est pas certain que ce soit l'homme qui soit violent, parce que ce sont les 3 femmes qui se sont réunies entre elles pour le tuer. Donc oui, moi j'aime beaucoup la forme théâtrale, évidemment, et sous toutes ses formes. Mais jusqu'ici, j'avais écrit, quand j'étais très jeune, j'avais écrit des pièces de théâtre quand j'étais au lycée, qu'on montait ensemble. Mais du coup, ben voilà, il s'est trouvé que j'ai pu écrire une pièce de théâtre pendant le confinement de l'année dernière. Une question de Jérémy de l'île Maurice qui s'adresse aux deux, Gad et Ananda. Comment pratiquez-vous l'écriture dans cette époque plus connectée que jamais? Écrivez-vous de façon traditionnelle, alors avec du papier, un stylo, ou est-ce que vous passez par les instruments moderne? Y a-t-il des lieux qui vous inspirent, ajoute-t-il, particulièrement pour rédiger un roman ou un poème? En gros, avec quels instruments vous écrivez et où écrivez-vous? N'importe où, vous faut-il des lieux? Est-ce que vous avez des rites d'écriture? Gad, vous êtes le plus jeune, allez-y. Alors, étant le plus jeune, je suis pourtant le plus éloigné de la technologie. Moi, je ne sais pas manipuler ces choses-là. Je n'y arrive pas. Je demande toujours à mon entourage. Aujourd'hui, par exemple, je suis avec vous sous l'assistance de Pierre Bessette, que je remercie. J'ai un ordinateur. J'écris, j'écris au clavier dans un ordinateur quand il faut, mais dès que je peux retourner au stylo. Et en fait, je pense que c'est plus simple quand on écrit des poèmes et des slams parce que c'est plus court, c'est une forme plus courte. Quand on écrit des romans, je pense que c'est un peu plus compliqué. Mais j'écris souvent au stylo dès que j'en ai l'occasion. Maintenant, c'est plus simple d'écrire à travers un ordinateur. Des lieux, je pense que je suis vraiment un enfant de ce pays, de Madagascar, et j'écris vraiment beaucoup plus à Madagascar. Dès que je suis en dehors de Madagascar, c'est comme si je n'avais plus rien à dire. Parce que je pense que je me nourris aussi des habitants de cette île, mes compatriotes, et notamment à Tana. La ville d'Antananarivo est une ville chaotique. Ça se rapproche un peu de l'Inde. J'ai l'impression de certaines villes comme New Delhi. C'est une ville vraiment chaotique, mais il y a de l'ordre dans ce chaos, et j'essaie, moi, de retranscrire cet ordre à travers mes écrits. Donc, j'écris beaucoup à Madagascar et à n'importe quel endroit de la ville d'Antananarivo. Et ça, c'est un vrai questionnement quand je suis ailleurs. L'ailleurs ne me fait pas beaucoup écrire. Ananda, je rajouterai une question à celle posée par Jérémy, mais ça va dans le même sens. Est-ce que le fait d'être à la frontière suisse et française, donc éloigné de l'île Maurice, et pourtant vous écrivez sur l'île Maurice ou sur l'Inde, est-ce que cet éloignement géographique vous donne finalement un recul qui est bénéfique à votre écriture? Est-ce que vous écrivez des choses qu'il aurait peut-être été difficile d'écrire à partir de l'île Maurice? Alors, je ne sais pas exactement parce que dès mes débuts à Maurice, quand j'ai commencé à écrire, j'étais très consciente que je ne pouvais pas avoir peur de ce que j'écrivais ou des lecteurs. C'est-à-dire que je pouvais écrire sur n'importe quoi, vraiment dès mon adolescence, sans me dire « Ah, mais si mes parents lisent ça ». D'ailleurs, mes parents étaient très choqués en entendant à la radio la première nouvelle de mes nouvelles qui avaient été primées à l'époque à l'ORTF, quand j'avais 15 ans. Le côté tragique et violent de cette nouvelle, ils étaient vraiment choqués parce qu'ils n'avaient rien lu de moi. Ils se disaient, mais… Et ma mère m'a demandé après, mais est-ce que tu es malheureuse? Je disais, bah, non, mais voilà. Donc cet imaginaire-là était présent, et quand je lis les nouvelles de Solstice, je me rends compte que je suis le même écrivain depuis cette époque-là jusqu'à maintenant, bon, en ayant acquis du métier et puis de la maturité. Mais j'ai toujours été consciente qu'on ne pouvait pas écrire à partir d'une peur de l'autre ou de ce qu'on dit ou de la lecture de ses proches, etc.
Maintenant, sans doute, quand je suis partie la première fois pour mes études en Angleterre et ensuite pour le Congo quand je me suis mariée, je n'avais pas l'impression que ça allait me, en quelque sorte, que ça me séparait de Maurice. Je pensais que, en fait, un écrivain, il emporte son lieu, ses lieux et ses inspirations dans ses bagages, et que vivre ailleurs, ça, au contraire, ça lui apporte des sources d'idées, d'inspiration, etc., immenses. Donc, ça n'a jamais été un sentiment que je partais de Maurice. Au contraire, je vivais à Maurice énormément dans ma tête, et j'avais du mal à saisir cette idée que j'étais partie. Maintenant, oui, je pense que de toute façon, c'est vrai qu'en vivant à l'extérieur, on a un autre regard sur son pays, sur soi-même, sur les autres. Ça, c'est normal. Mais je ne crois pas que ça m'ait changé fondamentalement en tant qu'écrivain. J'ai une autre question de Vidouchi, autour de l'île Maurice, ça sera peut-être la dernière. Des éléments queer dans transgenres, minorités sexuelles, sont présentes dans certains des romans d'Ananda Devi, par exemple Sari Vert, Indian Tango. Quelle est l'essence derrière ceci? Je pose la question telle qu'elle est formulée. Je crois que c'est parti, disons, depuis Ève de Sédécoum, dans le rapport entre Ève et Savita, que c'était pour Ève qui, dès l'enfance, avait été un peu, son corps avait été vendu aux hommes. Chez Savita, elle trouvait le seul lieu, le seul lien, la seule source d'amour généreuse qui lui avait été offerte. Et donc, ce rapport entre ces deux jeunes femmes était en fait le cœur, disons, peut-être du roman par rapport à cet espoir qu'elle pouvait avoir de partir avec Savita. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, effectivement, dans Indian Tango, c'était l'amour féminin qui offre aux deux protagonistes une espèce de liberté, parce qu'il n'y a pas ce sentiment de possession, de possessivité. Et donc la transgression, pour moi, c'est le lieu où on finit par savoir qui on est, rentrer dans les codes, dans les normes, dans les règles et dans les carcans sociaux. C'est là où on est le plus, surtout en tant que femme, réprimée et sclérosée. Pouvoir sortir hors de ces règles, de ces carcans, et donc finalement c'est dans la transgression, y compris dans les amours homosexuels ou dans la transsexualité de mon prochain roman, qu'on finit par comprendre qui on est vraiment, parce qu'on peut être tout cela, on peut être aussi tout à fait hétéro-normé, mais avec ce sentiment de liberté par rapport aux normes, que les normes et les règles et les carcans, c'est ce qui nous réprime le plus aujourd'hui et nous condamne à des comportements finalement qui finissent par aboutir à une sorte de violence. Merci. Gad, une toute dernière question. Vous avez été tout à l'heure le porte-parole du prochain livre d'Ananda. Vos projets à vous, les choses que vous aimeriez voir aboutir une fois que les choses se seront apaisées du point de vue sanitaire? J'ai un spectacle en cours d'écriture et qui devait aussi être retravaillé au plateau sur l'île de la Réunion, qui est le spectacle Aoumbi, qui, avec sa forme actuelle, pouvait aussi déjà tourner à Madagascar. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aller au bout de ce processus de création autour de ce texte qui me tient particulièrement à cœur, parce que Aoumbi, ça parle du grand banditisme dans le grand sud de Madagascar, qui a l'air comme ça d'être une thématique
propre à Madagascar, mais j'ai l'impression que géopolitiquement, il y a plein de choses qui apparaissent à travers cette problématique du grand banditisme à Madagascar. Donc il y a ça. Il y a mes projets aussi sur l'île de la Réunion. J'aimerais remonter sur scène à travers le spectacle Zanahar que je joue avec mes collègues comédiens metteurs en scène à la Réunion. Et sinon, pouvoir voyager, pouvoir enlever le masque, pouvoir dire des mots à l'infini sur scène, pouvoir embrasser de nouveau mes proches, tout ça, et pouvoir finalement toujours aller là où les rencontres me mènent. Pour moi, j'aimerais le dire parce que cette échéance d'aujourd'hui a été vraiment salutaire. Parce que moi, je sors de la maladie, de la Covid, il y a quelques semaines, et j'attendais ce moment avec impatience, comme quoi les rencontres aussi nous sauvent quelque part. Alors, il y a plein d'autres raisons pour vivre et pour essayer de lutter pour la vie, bien entendu, ses proches, sa femme, sa fille, etc. Alors, j'ai été touché par la forme légère de la maladie, mais je pense à tous ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, mais pouvoir rencontrer les autres à travers le théâtre, les livres et tout ce qu'il y a comme médium, pour moi, c'est vraiment salutaire. Et je remercie les organisateurs de cet événement pour ça. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de votre générosité dans les réponses. J'ai l'impression que les dialogues, c'est fort bien passé entre vous, entre les îles, entre vos formes d'expression différentes. Je dois remercier, et je le fais évidemment avec plaisir, justement à ceux qui ont été dans l'ombre de cette rencontre, à savoir Pierre Bessette, vous l'avez cité tout à l'heure, mais aussi Frédéric Jagu, Flore Bénard et Cerise Schwaller à Paris. Et je voudrais annoncer les prochains événements à venir sur ce plateau de l'Alliance française. Une rencontre avec Nancy Houston, ce sera le 18 mai, et une conférence de Benoît Peters sur Tintin, ce sera le 26 mai. Voilà, merci à vous deux, merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'à cette heure. Il y a pratiquement 2 heures que nous parlons ensemble. Merci à tous, bonne soirée et bonne lecture. Merci Bernard. Merci beaucoup. Au revoir.